Toutes à vous tous, c'est une nouvelle semaine de Sgouard que nous enregistrons cette semaine. Je me suis plantée. On y va. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est une nouvelle semaine de Sgouard qui s'annonce avec notre invité Jean-Christophe Angelini. Bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous. Jean-Christophe Angelini, conseiller exécutif, président de l'ADEC, également candidat à la municipale à Porto Vecchio, qui est justement aujourd'hui, pour débuter cette semaine, on va parler de ces municipales à Porto Vecchio. Vous êtes candidat aux côtés de Corsica Libera, aux côtés d'autres personnalités que vous avez voulu présenter d'ouverture, face à de nombreuses listes, dont celle de Don Mathieu Santini. On a entendu des prises de position, que ce soit la vôtre, que ce soit celle de Don Mathieu Santini sur ce positionnement par rapport à Porto Vecchio. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas l'impression que les électeurs s'y perdent un peu, risquent de s'y perdre un peu dans cette semi-cacophonie ? Alors, je vous rejoins assez, mais avant d'aller plus loin, dire quand même, Maria, que je suis candidat, non pas face à Don Mathieu Santini ou à M. Moscogne, mais face à Georges Mel, qui est maire sortant, qui en mars prochain fêtera, entre guillemets, ses 37 années de mandat en tant que conseiller municipal, adjoint puis maire, donc à Porto Vecchio. Et je pense qu'il y a par-delà le problème de fond qui est réel et qui est fort, un problème d'usure et d'adaptation à un monde et à une ville qui ont considérablement évolué et qui très clairement expriment d'autres attentes. Donc c'est face à lui et à lui seul que je suis candidat. Les autres, je l'ai dit, étant soit des amis, soit des partenaires potentiels, et en aucun cas des adversaires, et encore moins, y compris M. Mel, d'ailleurs, des ennemis. Donc les choses sont très claires de ce point de vue-là. Deux, je considère dans cette élection qu'il y a un enjeu majeur, comme on l'a ailleurs, mais qui, à Porto Vecchio, est peut-être posé de manière un peu plus vive, au sens où, comme je viens de le rappeler, on a vécu une période très longue, plus d'un demi-siècle sans alternance, et au sens également où nous avons localement remporté à peu près tous les scrutins, donc il y a une dynamique de fond, mais ça ne s'est pas encore traduit dans les urnes au moment des municipales, pour une raison, qui à mon avis est une raison centrale et écrasante, à titre principal, la division de l'opposition. Depuis que je suis candidat en 2001, on voit bien que l'on a, sur une petite vingtaine d'années, par 3 ou 4 fois, une opposition qui est majoritaire en voix, mais, et pour cause, au moment du second tour, minoritaire en siège, parce qu'incapable de s'unir. Alors je pensais que cette fois-ci, la raison pouvait l'emporter. Je veux vous dire que je continue de le penser, et qu'à travers l'occasion que vous me donnez et dont je vous remercie, je lance aussi un appel à la raison et à la cohérence. On ne peut pas se plaindre depuis des décennies d'une certaine gestion, d'un certain nombre de pratiques, et puis le moment venu se diviser sur ce qui est, à mon avis, très secondaire au regard de l'attente profonde des porto-vecchiaises et des porto-vecchiais, qui est clairement au changement. Donc c'est dans cette direction-là que je veux continuer à travailler, m'adressant bien sûr à Don Mathieu, bien sûr à M. Moscogne et à Jean-Gaël Lalou, mais plus généralement aux porto-vecchiais et aux porto-vecchiais qui chaque jour me sollicitent et me disent « mais trouvez à un moment ou à un autre, les chemins de la convergence et de l'union, parce que l'enjeu est beaucoup plus important, je le dis sans langue de bois, que vos petites querelles de personnes ou vos petits problèmes politiques. Vous devez vous réunir sur l'essentiel, c'est ce que les porto-vecchiais attendent de vous. Donc on verra à quel moment et comment, mais je veux redire ici mon souhait d'être candidat face à Georges Mel et à personne d'autre, et non pas face à un homme, mais à une logique et à un système dont je pense qu'ils ont atteint leurs limites. Alors justement, face à Georges Mel, pourquoi avoir été discuté avec lui, en fait ? Pour une raison simple, c'est que les mêmes qui se plaignaient, et à raison, de la situation, attendaient de nous, et singulièrement de Michel Girasque et de moi-même, eh bien, que nous soyons à la hauteur d'un enjeu de discussion aux fins de normaliser la situation locale, de l'apaiser, et pourquoi pas d'envisager davantage, mais à des conditions qui ne pouvaient pas être celles d'un ralliement à Georges Mel. Il était question, je veux le rappeler ici de manière publique et tout à fait décomplexée, d'un accord général qui aurait pu englober la totalité des forces politiques présentes sur l'hémicycle, autour d'une plateforme et avec un appel à la société civile et au monde économique pour qu'il s'implique très directement dans la dynamique en question. Vous pensez bien qu'après 20 ans d'opposition, et qu'après avoir eu l'opportunité de devenir conseiller exécutif, je n'entendais pas pour ma part me rallier sans condition à quelqu'un dont j'ai combattu le modèle et les idées pendant des années. Donc ça n'était pas le propos. Le propos était de dire, voilà, que pouvons-nous faire avec beaucoup d'autres pour tendre vers une offre politique qui soit plus apaisée et plus homogène.
Georges Mail est celui qui a initié cette démarche. Je veux croire, malheureusement, qu'il a dû ensuite capituler pour des raisons qui tiennent à la fois au modèle dont il est l'otage et aux solidarités dont il est la victime. Je le déplore, c'est ainsi. Donc il y a aujourd'hui un affrontement, entre guillemets, ou une compétition politique électorale, mais je le répète, notre but était d'apaiser. Je vais terminer sur un point, Maria. Regardez ce qui se passe à Ajaccio ou à Bastia. 8 ou 10 listes d'un côté, 8 ou 10 listes de l'autre. Il n'y a qu'à Porto-Vecchio, où vous avez historiquement 2 blocs qui s'affrontent. Et je crois qu'il était opportun que de poser la question du devenir de ces blocs, en termes de relations, en termes de constructions éventuelles, parce qu'à un moment donné, on sait, pour l'avoir payé les uns les autres, quel est le prix du conflit, quel est le prix que payent les familles qui se fracturent le temps d'une élection. Et au-delà de nous et de nos petites trajectoires personnelles, le prix que paye le territoire à s'enfoncer dans des divisions et dans des conflits, au moment où la CAPA est forte de 80 000 habitants, la CAB de 50 ou 60 000, où l'État, financièrement notamment, se désengage chaque jour un peu plus, où la collectivité unie est désormais une réalité, avec une forme, disons-le tranquillement, de risque, de centralisme, et au moment également où la chambre de commerce, au 1er janvier, dans un mois à peine, deviendra une chambre unique. Donc vous voyez bien qu'il y a des enjeux de rééquilibrage des pouvoirs, et il nous paraissait opportun de les affronter dans une forme d'apaisement plutôt que dans le conflit. Georges Mail en a décidé autrement. Eh bien, nous relèverons le gant, mais de manière apaisée, sans jamais attaquer les hommes et en mettant en lumière un système dont je redis qu'il a atteint ses limites. On parle justement de cette élection qui va se dérouler au mois de mars prochain. Donc, vous disiez 2 blocs, dont un qui est composé par votre liste et celle de don Matthieu Santini qui est soutenu par Femo Agour Siga. Si ce bloc désuni ne réussit pas à faire basculer Porto-Vecchio comme vous l'entendez, qui sera responsable de l'échec ? Écoutez, pour ma part, je ne veux pas parler pour l'instant. On est à 3 mois et plus du premier tour en termes d'échec ou de responsabilité. Je veux parler en termes d'éthique et en termes d'exigence face à une élection qui, je le crois, se présente dans une configuration totalement nouvelle. On n'a jamais eu pareille configuration avec, effectivement, 2 candidatures que l'on pouvait penser très proches et qui, au moment où l'on parle, restent séparées et distinctes à la veille du premier tour. Donc, je veux croire que les choses restent largement possibles. Je ne peux pas cacher que j'ai parlé à don Matthieu Santini ces derniers temps, comme je parle d'ailleurs à ses colistiers. Je veux dire une chose qui me paraît importante. On ne peut pas à Porto-Vecchio, je vais le dire de manière très claire, servir de terrain de jeu ou de champ clos en termes d'affrontement entre FEM ou le PNC, Corsica Libera, etc. Ça n'est pas possible. De quoi parle-t-on ? On parle d'une élection municipale. Donc je pense que c'est pour les porto-vecchiens que l'on doit réfléchir et agir, et pas pour les appareils politiques, y compris pour le mien. Je l'ai dit, moi je ne suis pas candidat à cette élection au titre du PNC ou d'un axe PNC, Corsica Libera et d'autres. Je suis candidat avec une liste de très large rassemblement qui inclut le plus naturellement du monde des nationalistes et des autonomistes, mais qui va très, très au-delà sur un projet de transformation. Donc, je ne pense pas que les sigles ou les appareils aient quoi que ce soit à voir dans cette affaire, même si je les respecte éminemment par ailleurs, et qui sont bien sûr au cœur de la vie politique à l'échelle de la Corse. Mais concernant la municipale, je le redis, qu'est-ce qui compte ? Le projet, les femmes et les hommes qui vont l'incarner, la dynamique que l'on va impulser. Donc, entendre aujourd'hui que FEM ou d'autres, à des fins partisanes ou d'opposition à d'autres nationalistes, à d'autres candidats de progrès, d'ouverture et de rassemblement, voudraient soutenir telle ou telle candidature, ça ne me paraît pas de bonne politique. Et je crois qu'in fine, ce sera très simple. Ce seront les porto-vecchiens qui jugeront et qui distingueront les manœuvres d'appareil des enjeux de fond. Je sais de don Matthieu Santini très clairement qu'il n'est pas dans cet état d'esprit.
qu'il n'est pas dans cette philosophie qui va consister à opposer certains appareils à certains autres, qu'il est, comme moi et comme d'autres, dans une dynamique de rassemblement. J'entends qu'il veuille exprimer un point de vue différent, et pourquoi pas. Mais je le répète, on peut envisager un certain nombre de choses sans que l'on ait besoin de porter des listes qui, in fine, vont peut-être semer davantage de confusion qu'apporter de clarté. Vous savez, je rencontre plus rigoureusement, depuis maintenant quelques mois, des centaines de porto-vecchiers qui toutes et tous me disent cette fois-ci, il faut que l'on y arrive. Et vos divisions ne nous intéressent pas. Donc ce n'est pas à Don Mathieu ou à moi simplement d'en tirer les conséquences. Pas plus qu'à M. Moscogne ou Lalou. C'est à l'ensemble des porto-vecchiers de faire remonter leur attente. Si, comme je le crois, il y a une majorité d'opinion pour changer les choses à Porto Vecchio, alors il faut que ce soit les politiques qui en tirent les conséquences. Et pas l'inverse, avec des politiques qui imposeraient leur vue à l'ensemble de la population. On va parler d'un sujet dont on a beaucoup parlé en fait ces dernières semaines et ces derniers mois. C'est le fameux phénomène de mafioisation, de dérive mafieuse dont on a entendu parler. On sait qu'il y aura une session prochainement à l'Assemblée de Corse, plutôt au printemps, et que les auditions ont déjà commencé. C'était vraiment aux politiques de prendre cette problématique à bras-le-corps après la création de différents collectifs. Je le crois, très sincèrement, c'était aux politiques et c'est aux politiques de s'emparer du sujet. Je veux dire ici qu'il l'a déjà fait, à l'époque de la présidence de Dominique Bouquigne, plus près de nous, donc sous les auspices de la majorité territoriale actuelle. Et je pense que c'est une très bonne chose, majorité corse, puisqu'on n'est plus dans la collectivité territoriale. C'est une très bonne chose. Ceci étant dit, je n'oppose pas pour ma part, pas plus que vous je crois, l'engagement ou l'appropriation des politiques à celle irremplaçable de la société civile. Et à tout prendre, au risque d'être caricatural et un peu lapidaire, il est mieux, il est plus souhaitable que ce soit la société civile que le politique, même si bien sûr, je le redis, le politique a un rôle fondamental. Ce que je veux introduire par là, c'est qu'il n'y a pas de société qui s'émancipe durablement donc de ce genre de phénomène criminel et mafieux sans que l'ensemble de la population s'approprie véritablement la problématique et s'attache à la régler dans le temps. Le politique accompagne, soutient, peut même être précurseur, mais je le redis, sans implication large de la société civile, il n'y a pas d'issue. Donc c'est pour moi une excellente chose, et je crois qu'il est important que l'Assemblée, dans les délais et modalités qu'elle est en train de peaufiner, puisse faire vivre ce débat. Donc une audition qui a commencé avec justement Dominique Bouquigne, l'ancien président de la commission violence. Il va y avoir, vous allez rencontrer d'autres personnes. Vous êtes confiant en fait dans ce qui va pouvoir ressortir de ces différentes auditions, de ces différents débats. La session, elle sera véritablement constructive au mois de mars ? Je pense qu'elle peut être très constructive parce qu'on a aujourd'hui, je le répète, une prise de conscience. Il y a Uguletti ou Massimo Zuzzini qui s'est créé suite au drame de Cardiese et l'assassinat de ce militant nationaliste qui était connu pour son engagement et pour son intégrité. Il y a Uguletti qui a été engagé, initié par un certain nombre de personnalités importantes de la société civile. Et puis il y a, j'en vois quotidiennement, des centaines de Corses qui, au sein des collectifs et à côté, expriment leur volonté de sortir d'une spirale mortifère qui, socialement, nous tire vers le bas et nous conduit vers des abîmes dont on pensait qu'ils n'atteindraient jamais la Corse et qui en même temps, je m'exprime y compris au titre des responsabilités qui sont les miennes, d'un point de vue strictement économique, préparent la Corse au pire. Donc on ne peut pas accepter cette situation. Je crois qu'il faut cependant, et je veux là aussi ne pas faire de langue de bois, trouver le bon point d'équilibre entre la mise en lumière d'un certain nombre de mécanismes, l'affirmation d'un choix de société qui n'est pas compatible avec ces dérives et la délation qui, elle, n'est acceptable en aucun cas. Je pense qu'on n'a pas vocation à s'ériger en tribunal ou en procureur, à dénoncer, à invectiver et ouvrir des polémiques qui ne font que rajouter à la confusion et aggraver les fractures. Donc la bonne doctrine, à mon avis, ce doit être celle d'une implication saine et massive de la société civile, sans récupération ou instrumentalisation par le politique, mais avec la claire volonté
d'accompagner et de soutenir ce mouvement de fond sans, je le répète, un certain nombre d'excès. Il faut que l'on reste prudent et je crois que le débat de l'Assemblée, dans l'apaisement et le caractère presque sanctuarisé qui nous caractérise, devrait permettre d'y voir un peu plus clair. Comment faire pour changer de type de société, en fait? Est-ce que c'est pas ça finalement qu'il faut faire? Proposer un autre modèle à la jeunesse et proposer autre chose en dehors, bien évidemment, du fait de police ou de justice? Alors, je suis parfaitement d'accord sur la question du changement de modèle. On l'a développé ces dernières heures ensemble. Ce qu'il faut faire, à mon avis, ne relève pas d'une réponse unique. Il faut d'abord situer le niveau de responsabilité. Bon, moi, je ne veux pas, vous me connaissez, botter en touche ou rejeter sur d'autres donc la responsabilité de la situation. Mais l'on doit bien constater que c'est l'État qui, dans ses prérogatives régaliennes, est quand même au cœur d'une situation historiquement douloureuse. On a rappelé, lors des débats dédiés à l'Assemblée, le taux d'élucidation des affaires criminelles, qui par certains moments a été et demeure proche de 2, 3, 5%, lorsqu'il est ailleurs, je dirais, inversé. Bon, donc on voit bien que l'on a de ce point de vue-là une carence et un échec patent, et moi j'enrage lorsqu'on désigne les Corses comme étant collectivement responsables. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de responsabilité citoyenne. J'en suis d'accord, on doit tous, dans nos comportements, faire en sorte que l'on se prémunisse d'un certain nombre de choses et de dérives. Mais nous désigner à la vindicte, alors que c'est l'État lui-même qui concentre toutes les prérogatives dans ce domaine-là, et qu'il est, des décennies après, incapable de régler au fond les choses, je pense même qu'à bien des égards, il les a aggravées, je trouve que c'est à la fois inélégant et même insultant. Donc il faut situer les responsabilités, et dès lors qu'elles le sont, activer des leviers de changement en profondeur. L'implication de la société civile, l'implication de l'Assemblée de Corse dans le débat et plus généralement dans la capacité à proposer un chemin, le rappel à l'État aujourd'hui donc des prérogatives qui sont les siennes, et bien sûr, c'est à mon avis, puisque vous m'interrogez y compris en tant que président de l'ADEC, une autre voie, un impératif, construire un développement économique et social qui soit fondé sur nos ressources en termes identitaires, patrimoniaux, humains, sociaux, et qui permettent aux hommes et aux femmes de ce pays de s'émanciper individuellement et collectivement sans rien devoir aux uns et aux autres et sans, bien sûr, ne jamais avoir à subir les pressions d'un certain nombre d'organisations ou de systèmes. C'est, je le crois, le cœur de nos engagements et je veux croire que si ce pays, dans 5 à 10 ans, connaît un développement économique durable, maîtrisé, beaucoup plus harmonieux, on parviendra à faire reculer toutes les tentations qui aujourd'hui agitent le corps social et qui sont bien sûr, je dirais, la matrice et la raison d'être des organisations criminelles. On a beaucoup entendu parler aussi de la problématique des marchés publics dans les différentes réunions, y compris celles organisées par les collectifs. Vous réagissez comment? Je réagis de manière simple. Là, pour le coup, je pense qu'on se trompe. Je suis à la collectivité avec donc nos amis de la majorité depuis 4 ans. Je vois régulièrement fonctionner la commission d'appel d'offres. Je puis vous dire qu'en ce qui nous concerne, les choses sont d'une rectitude et d'une transparence qui sont totales. Je peux entendre qu'il y ait un sujet en termes de marché public qui soit historique ou qui existe peut-être ailleurs, mais je peux vous dire qu'en ce qui concerne la collectivité de Corse, qui est le premier donneur d'ordre de l'île, avec une capacité d'investissement de 300 ou 400 millions d'euros par an dans l'économie et dans la Corse en général, on est très loin de ce qu'on a pu entendre à un moment donné. Donc il faut là aussi être prudent. Et ne pas prendre le biais des marchés publics comme étant un biais facile pour ensuite jeter l'opprobre sur les élus, les techniciens et celles et ceux qui alimentent la commande publique et donc la dynamique économique. Je vous répète qu'il n'y a aucune espèce de difficulté de ce point de vue-là et que je puis garantir en tout point l'intégrité et la force d'engagement des élus et des techniciens qui travaillent à ces questions-là depuis que nous sommes aux responsabilités. Qu'il y ait eu historiquement des problèmes, chacun le sait. On ne va pas raconter d'histoire ici ou ailleurs et on sait tous qu'il y a eu des problèmes à la collectivité territoriale ou dans d'autres lieux. Mais ça n'est pas mon rôle que d'y revenir. Je crois qu'ils ont pour l'essentiel été purgés au plan judiciaire. Ce qui importe aujourd'hui, c'est que l'on se projette. Et moi, je veux dire
que les choses aujourd'hui sont limpides. Il y a de notre part une intégrité complète et je vous rejoins sur le fait qu'elle participe d'un renouveau démocratique et citoyen et qu'elle peut être un puissant levier de changement dès lors effectivement que les élus de la Corse ne sont suspects d'aucune collusion, d'aucune corruption et qu'au contraire ils agissent dans le sens exclusif et permanent de l'intérêt général. On va parler d'une problématique importante, celle des déchets. Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers jours par communiqué interposé entre notamment le président de la CAB, celui du Civadec, mais cette problématique, les Corses en général, ont l'impression qu'elle est toujours là, et notamment ceux qui sont sur des communes où il y a des centres d'enfouissement. Elle est bien sûr dans l'actualité, comme elle est dans notre histoire depuis des décennies maintenant. Chacun sait que ça fait partie, cette question des déchets, des 3 ou 4 dossiers brûlants que nous avons découverts à notre arrivée aux responsabilités en décembre 2015. Brûlants parce que fruit d'un système inéquitable et fondamentalement injuste. Je vais rappeler ici qu'à rebours de tous les modèles mis en œuvre dans le monde, on a voulu en Corse éloigner les centres d'enfouissement, de traitement des gisements de production, notamment le Grand Taillatch et le Grand Bastille. On a entraîné une mécanique de transport qui a eu des conséquences financières, écologiques, économiques particulièrement lourdes. Je vous renvoie notamment au rapport de la Chambre des comptes qui avait été rédigé concernant le Civadec. Donc on a eu un système qui globalement a profité à une poignée d'intérêts au détriment, je le dis sincèrement et clairement, de l'intérêt général. Donc nous avons voulu casser ce système et promouvoir une alternative qui soit basée d'une part sur le tri généralisé au porte-à-porte et d'autre part sur la mise en œuvre de procédés alternatifs qui permettent, sans avoir recours à l'exportation, d'éviter et l'incinération et bien sûr l'enfouissement à perte de vue. Donc on est dans une idée de valorisation, d'optimisation, de création de chaînes de valeur et bien sûr de réduction à la base du volume de déchets que la Corse a à gérer. Alors c'est un pari dont je reconnais ici qu'il est difficile, qu'il suppose beaucoup de temps, de méthodes, de moyens, qui ne peut être conclu en quelques années à peine et peut-être avons-nous été nous-mêmes trop ambitieux à certains égards, mais je le redis, ce n'est pas pour autant que nous devons abandonner la voie que nous avons tracée, qui a été validée par un vote très large à la collectivité de Corse et qui en même temps, je le crois, correspond à l'attente de dizaines de milliers de nos compatriotes. Donc vous évoquez là le plan qui a été mis en place et proposé par la collectivité de Corse. Il y a eu une discussion avec la préfète aussi qui dit que finalement ce plan, il n'est pas vraiment mis en place. D'autres... Comment est-ce que vous réagissez? Je réagis sur, si vous me le permettez, 3 plans, Maria. Premier plan, l'actualité qui commande là aussi du courage politique. J'entends dire que l'on devrait, pour pallier la situation d'urgence, dirons-nous, ouvrir à la hâte des sites qui, on le sait, appartiennent à des privés. Le Conseil exécutif a fait valoir un certain nombre de positions, et notamment cette idée que la gestion des déchets doit demeurer sous l'impulsion et dans le giron direct de la puissance publique. Donc nous pensons que le privé a naturellement maille son mot à dire dans un certain nombre de sujets et de domaines, mais qu'en l'occurrence, eh bien, il importe que ce soit le public qui donne l'impulsion décisive. Deuxièmement, nous l'avons dit, l'objectif... Mais la préfète dit qu'il n'y a pas de projet public. Alors, la préfète dit un certain nombre de choses que nous contestons par ailleurs et chacun le sait, mais ce qu'elle fait mine d'ignorer, c'est que le plan suppose d'abord, bien sûr, un certain nombre de modalités et donc de temps, bien sûr, mais aussi une forme de loyauté, notamment de la part de tous les partenaires. Et je voudrais insister sur ce point, Maria, c'est que la question des déchets aujourd'hui, elle suscite historiquement un modèle de gestion qui n'est pas adapté. Avec, on l'a vu, le Civadec, qui, chacun le sait, est un syndicat mixte, puisque très ouvert, qui consiste à exécuter, dont la mission consiste à exécuter le plan, une collectivité et un office de l'environnement qui, eux, donc, mûrissent un certain nombre de propositions et, bien sûr, contribuent à les mettre en œuvre. Un État qui, stratégiquement et financièrement, est également donc, de la partie. Un certain nombre d'opérateurs, je pense aux communautés de communes qui ont désormais une compétence, notamment en matière de collecte. Donc, on voit bien qu'il y a une forme d'éclatement
de la gestion du dossier. À mon avis, les choses sont claires. Il faut dans le temps, et je le dis là aussi de manière très directe, programmer la disparition du Civadec et imaginer, organiser une compétence déchets qui soit dévolue à la collectivité de Corse, soit au travers d'un office, soit au travers d'un service dédié, en lien direct avec les communes et les communautés de communes. Je crois que ça simplifierait considérablement les choses. Troisième et dernier point, je pense qu'aujourd'hui, il faut bien sûr hâter le pas, accélérer les procédures et pourquoi pas, je le dis là aussi en me faisant non pas l'avocat du diable, mais d'une partie de l'opposition, aller au bout des études qui nous ont été demandées concernant non plus l'incinération, mais la valorisation thermique. Nous n'avons rien à cacher et rien à occulter. Nous disons, nous, que l'incinération telle que proposée dans les années 2000 ne correspondait ni technologiquement, ni écologiquement, ni financièrement aux enjeux de la Corse, que tous les process qui nous sont aujourd'hui proposés globalement et qui relèvent de la valorisation semblent s'inscrire aussi dans cette veine-là, mais nous ne sommes pas opposés, nous l'avons dit, y compris publiquement, à aller plus loin dans l'expertise et dans l'analyse. Donc vous le voyez, une transparence qui est totale, un effort de vérité qui est complet et une volonté d'aboutir sur un dossier qui, pendant des décennies, comme tant d'autres, a été abandonné, je le dis là aussi sans faire injure à quiconque, par la plupart de nos prédécesseurs. On parle de la problématique des déchets. Vous avez dit dans la première partie de cette émission, il faut supprimer le Civadec. Il a fait preuve de son incurie, selon vous? Je n'irai pas jusque-là. Il a aussi fait beaucoup de choses et je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain, ni accuser qui que ce soit qui plus est dans un contexte électoral, source de multiples tensions. Je pense qu'il a fait un travail qui a été reconnu en son temps, mais qu'aujourd'hui, il ne correspond plus aux enjeux de l'heure. Tout simplement. Je le répète, on ne peut pas avoir une collectivité qui délibère et qui, pour partie, contrôle l'exécution des choses. Un syndicat qui, lui, s'assure de la pleine exécution des dites dispositions. Un État qui, de son côté, finance ou pas un certain nombre d'opérations. Des communautés de communes qui ont des moyens disparates et par nature très différents selon les territoires en matière de collecte. Je crois qu'aujourd'hui, il faut une gestion unifiée. On ne peut pas nous accuser de tous les maux et de l'autre côté dénier aux uns et aux autres la responsabilité ou la part qui est la leur. Donc il faut aujourd'hui remettre ce dossier à plat. Moi, je considère qu'il faut qu'on ait une gouvernance qui soit beaucoup plus homogène, qu'on ait une capacité de décision, de financement et d'exécution qui soit globalement rassemblée et que la collectivité de la vie générale apparaît comme étant la mieux placée pour assumer cette fonction. Je rappellerai quand même que depuis donc 2 ans bientôt, nous sommes en collectivité unie. Certains diront unique, qu'au 1er janvier donc de l'année prochaine, dans quelques jours à peine, nous aurons une chambre de commerce unifiée, avec donc une disparition des entités précédentes au profit d'un regroupement et d'une fusion. Je ne comprends pas qu'un dossier aussi stratégique que celui des déchets, qui fait l'actualité au quotidien, eh bien, puisse continuer de donner lieu à une gestion aussi éclatée. Quand vous entendez du côté de Bastia, des élus bastiais, du côté de la CAB, à propos du blocage de Vigianil, s'adresser directement à la collectivité en disant, demandez à vos amis, en fait, de débloquer Vigianil. Je pense que c'est un peu trop facile. On oublie là aussi de préciser que depuis le début de la mandature, 2 des 4 grands sites ont fermé leurs portes. Je pense à Talone et à Big, où on ne peut pas demander aux habitants de Vigianedo et bien sûr de Prunelli d'assumer des efforts gigantesques pour l'ensemble de la Corse. Un ami récemment de la région du Fiumorbo et le maire Andrero, qui pour ne pas le nommer également, me disait: nous avons sous nos pieds 1 million de tonnes de déchets ménagers enfouis depuis des années et des décennies. On ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut aussi entendre cette voix de population et de régions qui sont excédées par les erreurs répétées tout au long de l'histoire. Donc j'entends cet argument, j'entends moins ce qui consiste à dire: ce sont vos amis, débrouillez-vous. On ne raisonne pas là comme par le passé, comme eux raisonnaient, en termes d'amitié politique ou de solidarité. On raisonne dans l'intérêt général. Et peu m'importe en l'occurrence, d'ailleurs ils sont et l'un et l'autre au PNC, et Jojo Pucci et André Rocchi, que l'on s'adresse à des acteurs de la majorité territoriale au sens large. Je crois que c'est l'intérêt de la Corse qui consiste à rechercher et à trouver rapidement un point d'équilibre entre la volonté de ne plus saturer ces sites
et celle donc d'imaginer des solutions, mais qui, en toute hypothèse, ne doivent pas nous permettre de renoncer à la généralisation du tri au porte-à-porte, dont je veux dire qu'il est dans le temps l'alternative réelle et qu'il nous permet d'ailleurs d'enregistrer un certain nombre de résultats. On voit qu'aujourd'hui, sur les plastiques notamment, les cartons, un certain nombre de grands sujets, on observe une progression très forte. Mais je voudrais terminer là-dessus d'un mot. Maria, on a une économie qui est hyper saisonnière. Le plan de développement de la Corse de 92, il disait pas plus d'une fois et demie la population touristique par rapport à la population résidente. On devait donc passer de 300 à 450 ou 500 000. On accueille 3 millions de touristes. On a une typologie de l'habitat qui est hyper éclatée, avec des quartiers très denses et dans des coins reculés, des petites maisons de village. Donc organiser des dispositifs qui collent à cette réalité, c'est quelque chose de très compliqué. Mais on s'est attelé, alors même qu'une lecture stricte des statuts des uns et des autres aurait pu nous porter à dire que le CIVADEC se débrouille, on n'a pas de compétences. On a mis les mains dans le cambouis, donc on ne demande pas de laurier. On est conscient qu'on a pour partie une situation qui est difficile et on ne veut pas nier notre part de responsabilité. Mais dire de nous qu'on est responsable de l'échec alors qu'on en est les héritiers, ça me paraît un peu facile. Juste une question pour terminer. C'est quoi la différence entre valorisation thermique et incinération? L'incinération supposait un coût écologique notamment particulièrement marqué parce qu'on avait des process qui étaient archaïque, pour ne pas dire anachronique, et qui, en termes d'émissions de particules, en termes de coûts, carbone, etc., était particulièrement nocive. Bon, aujourd'hui, on nous dit que l'on a expérimenté, en Europe du Nord, aux quatre coins du monde, des process qui sont écologiquement vertueux, et de citer en permanence l'exemple de Monaco, l'exemple de Bègle. C'est un incinérateur 2.0 ? Alors, l'exemple de Bègle, qui a été en son temps géré par un écologiste, en l'occurrence par Noël Mamère, etc. Mais écoutez, dont acte, moi je suis d'accord pour qu'on expertise les choses et qu'on aille au bout. J'attire simplement l'attention des uns et des autres sur le fait qu'en termes de milieu urbain, de concentration de population et de chaînes logistiques, on est dans des réalités qui sont fondamentalement différentes. Il ne suffit pas de comparer des technologies. Il faut aussi comparer des physionomies urbaines et rurales, et notamment des tonnages que l'on accueille en un point donné, parce que central, au cœur d'une ville ou d'une région, des centaines de milliers de tonnes de déchets ménagers assimilés. Ça ne pose vraisemblablement pas les mêmes problèmes ailleurs. En Corse, on a quand même cette particularité du relief, de la situation montagneuse, d'une urbanité un peu disloquée, avec certes deux grands pôles urbains, mais en même temps des pôles de taille intermédiaire, voire beaucoup plus modestes, qui sont très nombreux. Donc, comparaison n'est pas raison. Je suis d'accord, allons au bout de l'expertise. Et s'il s'avère que la valorisation thermique peut présenter un certain nombre d'égards et d'intérêts, discutons-en sereinement et de manière dépassionnée. Moi, vous le savez, j'ai une position qui est un peu atypique dans ma famille politique. Moi, je ne hurle pas avec les loups. Pas plus d'ailleurs que les miens, mais de manière peut-être un peu plus marquée. Quand on a eu des débats délicats sur les AOT, sur l'occupation du DPM, sur la question environnementale, je n'ai jamais été, y compris en tant que président de l'ADEC, pour dire il y a d'un côté les protecteurs de l'environnement et de l'autre donc les défenseurs de l'économie. J'ai toujours été partisan d'un point de rencontre et d'un point d'équilibre. Je le suis y compris sur le sujet des déchets, pourquoi pas de la valorisation thermique, mais mettons tous les éléments sur la table et que l'opposition, pour partie et pas en totalité, arrête d'agiter ce chiffon rouge parce qu'elle n'a guère de choses à montrer ou à redire concernant sa gestion passée sur ce dossier-là comme sur tant d'autres. On va parler aujourd'hui des relations entre la Corse et Paris, plutôt tendues. Certains disent même qu'aujourd'hui on en est à défendre les acquis au lieu d'avancer vers autre chose. Ben, écoutez, moi je considère que Paris a une position étrange et durablement étrange sur le dossier corse. Bon. Je vous épargne, sans vous les épargner, les éléments politiques que nous avons introduits dans le débat il y a quelque temps. Moi, j'ai eu l'opportunité, en ma qualité de militant, d'abord, et puis de responsable politique au fil des années, de rencontrer un certain nombre de dirigeants parisiens, Premier ministre, Président de la République, ministre de l'Intérieur, etc. Dans les années 90, on nous disait abandonnez la violence et tout deviendra possible. Dans les années 2000, on nous a dit accéder aux responsabilités et tout deviendra possible.
Dans les années 2010, on nous a dit, à titre d'exemple, et pas à titre principal, mais quand même, donnez-vous une représentation au Palais Bourbon ou ailleurs, et puis les choses peut-être deviendront possibles. Depuis juin 2014, il n'y a plus de violence politique en Corse. Il y a un certain nombre de choses très résiduelles, mais on ne peut plus parler d'une structuration de la violence politique et clandestine comme on l'a eu pendant des années. On a, depuis décembre 2017, une majorité qui, non contente, dirons-nous, d'être stable, est à caractère absolu. Ce qui est une première au terme des 3 ou 4 statuts qu'a connu l'île depuis 1982 et la première décentralisation. Nous avons 3 députés sur 4. Il y a tout lieu d'envisager que nous aurons bientôt d'autres parlementaires dans le giron de notre famille politique. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que ceux qui, pendant la campagne, pronostiquaient un isolement de nos 3 députés sur les bancs du Palais Bourbon sont bien obligés de constater aujourd'hui que nous avons agrégé autour de nous un groupe d'élus qui va de Charles-Amédée de Courson à François Poupogne et qui donc donne, avec une vingtaine de députés, une lisibilité sans précédent à la question des libertés locales et des territoires. Donc nous avons un parcours dont aucune famille politique, me semble-t-il, à l'échelle de l'Hexagone, voire au-delà, en quelques mois ou années à peine, ne peut se prévaloir. Et nous avons face à nous un jeune président de la République, élu à 40 ans et même moins, avec une promesse de renouveau, de pacte girondin, qui continue de faire la sourde oreille à toutes nos revendications. Alors, je pense très sincèrement que c'est une attitude qui est suicidaire. On a vu encore récemment des interpellations au petit matin. Je ne les commenterai pas plus que ça, je me suis déjà exprimé. Mais voir des jeunes Corses de 18 ou 20 ans réveillés à l'aube par des policiers en armes et partir dans des avions militaires pour Paris avec, pour la parenthèse, on l'a tous dénoncé, des policiers fanfaronnés et être pris en photo sur l'escalier devant ces jeunes en passe d'être incarcérés pour la plupart, je crois que ça nous renvoie à des heures dont plus personne, nationaliste ou pas, ne veut vraiment. Et j'ai voulu croire avec d'autres qu'à Paris même, on n'en voudrait plus. Bon, on s'est manifestement trompé. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut se défier d'un certain nombre de tentations. Il faut bien sûr ne pas renouer avec la clandestinité ou la violence, dont je dis avec la même force qu'elles sont autant d'impasses pour notre cause et pour notre pays au moment que nous traversons. Mais il faut en même temps se défier d'une forme de résignation et de fatalisme en disant, comme je l'entends parfois, Paris ne comprendra jamais et on verra bien. Non, l'Europe, le monde change. La subsidiarité, la décentralisation la plus poussée, l'autonomie sont la règle. Partout, les droits de peuples, de minorités linguistiques, etc. sont reconnus, y compris à des niveaux très élevés, qui sont même des niveaux supra-étatiques. Donc je crois qu'il est temps maintenant que Paris en accepte la mesure et arrête de jouer ce que j'appellerais le pourrissement, en pensant peut-être, et je vais là aussi ne pas faire de langue de bois, que les petites difficultés qu'a pu rencontrer la majorité ou d'autres problèmes vont nous porter vers une perte de crédibilité et pourquoi pas d'audience politique ou électorale. C'est un pari qui est perdu d'avance. Les Corses, ils reconnaissent nos difficultés, ils en ont parfois assez de nos bisbilles, de nos stratégies alambiquées, de nos primaires municipales, toutes choses que j'ai eu l'occasion de mettre en lumière, voire même de critiquer en son temps, mais ils nous reconnaissent une chose, c'est que notre majorité, elle agit dans l'intégrité et dans le constant souci de l'intérêt général. Et que personne aujourd'hui, je le redis, nationaliste ou pas, ne comprend cette cécité persistante de la part de l'État. Donc il faut que les choses évoluent. Moi, je considère qu'avec le dialogue et le travail, elles doivent pouvoir évoluer. Écoutez, j'ai envie de vous dire maintenant, rendez-vous au municipal, puisque c'est peut-être une prochaine étape et qu'une nouvelle forme de consécration par les urnes pourrait aussi contribuer à cette amélioration de la situation globale. On parle de ces relations entre la Corse et Paris, finalement. Est-ce que le mouvement nationaliste n'a pas fait preuve de naïveté ? De naïveté, peut-être pas, mais en tous les cas, d'une forme de fraîcheur dans le raisonnement qui a consisté à penser qu'effectivement, si nous parvenions à engranger tous ces acquis, le gouvernement et l'État seraient face à une situation démocratique
tellement inédite qu'ils devraient donc en prendre, ou qu'ils auraient dû en prendre la mesure. Bon, ça n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, nous ne devons, je le répète, pas changer de stratégie pour autant, mais peut-être intensifier. Vous savez, Maria, je rencontre beaucoup de Corses, nationalistes ou pas, qui me disent, on comprend la position de l'État, mais peut-être que votre stratégie, à vous, manque de lisibilité. Et je le redis, autant on ne doit pas accepter de l'État qu'il prenne pour prétexte nos divisions du moment, autant on ne doit pas les cultiver dans un temps infini et aborder les prochaines échéances, et je ne parle pas que d'échéances électorales, dans cette forme de confusion. Ce qui nous a permis de gagner, y compris face à l'État, c'est pour l'essentiel l'union et le rassemblement dans l'ouverture. L'union, parce que notre famille politique est historiquement structurée en 3 pôles, qui sont le PNC, Corsica Libera et aujourd'hui FEMO, et à travers le rassemblement dans l'ouverture, parce que ce qui nous a permis de franchir les pas les plus décisifs, eh bien, c'est cette capacité à nous ouvrir à d'autres Corses. Alors aujourd'hui, j'entends dire que l'union serait antinomique de l'ouverture. Il n'y a rien de plus faux. C'en est même, à mon avis, la condition préalable. Et je pense qu'être unis garantit à notre peuple l'idée d'une ouverture beaucoup plus large, précisément parce qu'il n'y a pas de choix à faire ou de parti à prendre. Je ne crois pas des Corses qu'ils aient envie de choisir entre les uns ou les autres. Ils sont d'accord et contents lorsque nous sommes ensemble et prêts à nous rejoindre lorsque nous le leur proposons. Mais qu'on arrête de grâce d'opposer des choses qui sont naturellement complémentaires. Donc moi je crois que cette ouverture, elle doit demeurer dans notre ADN, qu'avoir la clarté d'un discours et d'une stratégie, ça n'est pas opposer donc le mouvement à d'autres Corses. Aujourd'hui, je le redis, on doit être en capacité de s'ouvrir à des Corses de tous horizons, nationalistes ou pas, autonomistes ou non, mais sur des bases claires. Et je crois que ce qui manque aujourd'hui, c'est cette capacité à clarifier les choses en même temps qu'à conserver l'esprit et la lettre du pacte de 2017. Mais quand même, Jean-Christophe Angelini, on a reculé sur certaines choses. On a reculé sur la langue, on a reculé sur le foncier. La faute à qui? La faute à quoi? On n'a pas reculé. On n'a peut-être pas avancé aussi vite que les Corses l'attendaient. Parce que beaucoup ont pensé que le simple fait de notre accession aux responsabilités allait très radicalement et très rapidement ouvrir des perspectives. On sait tous que l'action publique, malheureusement, y compris lorsqu'elle est menée par des nationalistes, elle obéit à des logiques, à des tempos qui sont rarement compatibles avec l'attente des gens, qui plus est lorsqu'elle a duré 50 ans. Ça, je l'entends. Et j'entends ces Corses qui, tous les jours, nous tirent par la manche en disant « vous n'allez pas assez vite ». Donc je suis d'accord avec eux pour dire qu'on doit accélérer les procédures et les tempos, que l'on doit, en mars 2020 et plus fortement en mars 2021, afficher un bilan qui soit à la hauteur des attentes de nos concitoyens, que l'on doit, sur ce qu'on appelle nos fondamentaux politiques, avoir gagné en lisibilité et en même temps, sur tous les grands dossiers du moment, déchets, énergie, aménagement du territoire, PADUC, économie, précarité, etc., engranger des résultats qui soient irréversibles, à défaut d'être complets. Bon. Donc, nous avons cette double feuille de route en tête, je le redis. Je préférais pour ma part qu'on les assume, ces feuilles de route, dans l'union et pas dans la confusion, voire même dans la division. Je garde espoir. Je pense que l'on peut continuer donc dans une voie de raison et de rassemblement. Et j'en appelle sur vos ondes, Maria, à ce que la raison l'emporte et à ce que les polémiques et l'esprit de boutique des uns ou des autres ne soient pas plus importants que l'intérêt général. L'Office foncier qui a été créé, on a l'occasion régulièrement de parler des différentes réalisations, mais ça avait été présenté comme un outil anti-spéculation. Est-ce que ça a bien tenu son rôle? Oui. Oui, même si, sans autosatisfaction ni autoflagellation, on doit faire mieux collectivement. J'ai d'ailleurs parlé ces derniers mois d'un pôle foncier, de façon à regrouper tout ce qui de près ou de loin concourt à la préservation et à la valorisation du foncier dans l'île. Mais pour revenir à l'office en tant que tel, je crois véritablement qu'on a été collectivement, puisque ce n'est pas l'œuvre d'un homme ou d'une équipe, mais plus généralement d'un conseil d'administration, d'entités hors office, je pense au GIRTEC, à la SAFER et à tant d'autres. Je pense qu'on a atteint notre objectif et je vais vous donner 2 séries d'éléments.
Premier élément, lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, nous avions une PPI, une programmation pluriannuelle de l'investissement, qui pourra, je dirais, avoir été élaborée en des temps différents, hein, n'était plus forcément adaptée aux réalités de l'époque. Donc on l'a modifié. On a entrepris d'acquérir à un rythme soutenu, et à la demande des collectivités locales, toujours un certain nombre de biens fonciers ou immobiliers. Nous en avions un ou deux en tout début de mandature, en voie de signature et d'acquisition. Nous en avons aujourd'hui une soixantaine. Et j'ai fixé à mes équipes l'objectif d'atteindre le cap des 100 à l'horizon mars 2021. Donc 100 acquisitions avec un double effet. D'abord, donc celui de donner aux collectivités locales les moyens d'un portage qui est à coût zéro sur une période relativement longue et qui permet donc de ne pas perdre des biens fonciers ou immobiliers qui parfois, sans notre intervention, auraient été privatisés. Deuxièmement, vous ne pouvez pas penser, Maria, que ce rythme d'acquisition n'est pas sans effet sur les prix, sur les tendances du foncier et de l'immobilier. Moi, aujourd'hui, j'ai une fierté partagée, encore une fois. Hein. C'est lorsqu'un maire, et c'était le cas récemment avec un maire de Balagne, hein, me dit, eh bien, maintenant, quand un paisano ben d'un loco, eh bien, il ne va pas voir une agence immobilière, il vient voir son maire. Et ça, c'est un changement de paradigme qui est quand même très important. Parce que là où on aurait vu par le passé des propriétaires privés céder au plus vite et au plus offrant un bien, on a un réflexe inverse qui commence à s'installer et qui conduit donc le vendeur en question à aller voir la puissance publique, locale d'abord, territoriale ou de Corse ensuite. Donc ce mouvement-là, il est vertueux. Il faut continuer de l'amplifier. C'est très clairement ma stratégie. L'amplifier comment? De trois manières très précises. Premièrement, augmenter la capacité financière de l'office. Aujourd'hui, je pense que l'on peut raisonnablement tendre vers un portefeuille, une capacité d'acquisition, dirons-nous, de 7 à 10 millions par an en vitesse de croisière dans quelques temps. C'est considérable. Vous avez des biens à 2 et 3 millions, mais vous avez aussi des biens à 50 ou 100 000 euros. Donc si vous arrivez à acquérir 7, 8, 10 millions de biens par an avec le prochain programme qui va prendre la suite du PUI ou d'autres formules encore, on est véritablement dans une puissance d'acquisition à nul autre pareil. Deuxièmement, renforcer ce pôle foncier. Le GERTEC, la SAFER, l'Office ont vocation à travailler ensemble. Voire pourquoi pas, soyons audacieux, à ne représenter à terme qu'une seule et même entité. On n'a pas forcément intérêt à cultiver sur un temps long une espèce de millefeuille. Pourquoi ne pas réfléchir à fusionner aussi un certain nombre de choses dans le temps? Et troisièmement, il faut que l'on continue, notamment dans la direction du logement, parce que c'est là aussi que s'expriment beaucoup d'attentes. On a pondu avec la CAPA un plan IH ou 500 à 1000 logements. On va le mettre en œuvre, on a commencé. On va, je le crois, généraliser ce plan à l'ensemble des territoires de l'île. Et je pense qu'on va arriver, in fine, à avoir une maquette qui soit stratégiquement et financièrement à la hauteur des attentes des Corses. On parlait de ce rôle de l'office foncier, vous avez dit qu'il commence à être reconnu véritablement, y compris par les habitants des zones en tension. Vous évoquiez ce matin l'exemple de la Balagne. Alors on va, question absurde, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin du statut de résident? Ça marche tellement bien. Et on n'en est pas là. On a bien sûr besoin d'un certain nombre de mesures qui nous permettent d'avancer de manière plus rapide. L'office foncier n'est qu'une réponse, et je pense qu'on n'a pas besoin d'une réponse universelle ou unique, mais bien d'un panel de moyens d'action. Nous avons toujours dit qu'il fallait, dans l'attente d'une mesure plus globale et plus forte, multiplier les actions avec, bien sûr, des propositions concrètes. Je veux rappeler quand même qu'en septembre dernier, nous avons voté à l'unanimité, me semble-t-il, moins peut-être quelques abstentions, mais à l'unanimité des votants, en tous les cas, un rapport sur l'habitat et le logement qui permet de bonifier l'aide de la collectivité aux communes qui font, je dirais, le pari des lotissements communaux. On a également consacré une nouvelle dynamique en faveur des primo-accédants. On a proposé des mesures d'aide pour les jeunes ménages, les jeunes foyers, les femmes isolées, les régions rurales qui, je le crois, est véritablement novatrice de manière générique. Donc, il y a une dynamique qui est à l'œuvre.
je sais que la question du foncier préoccupe et malheureusement avance parfois plus vite que nos propres actions. Mais je pense que d'ici à quelques années, si nous continuons à avancer de cette manière-là, on pourra atteindre des objectifs qui seront plus proches de nos aspirations politiques et bien sûr des attentes de nos concitoyens. Donc, constituons ce pôle foncier, faisons vivre ces délibérations sur l'habitat et le logement, multiplions les actions et les financements en faveur de la préservation et de la valorisation du foncier et surtout évaluons notre propre action. Parce qu'on s'est longtemps plaint du fait que l'action des autres ne soit jamais évaluée, ce n'est pas pour que la nôtre échappe à toute forme de contrôle, voire même de critique. Donc moi je suis ouvert à ce que l'on mette notre action en perspective, à ce qu'on l'évalue au plus près et pourquoi pas à ce qu'on la critique aussi, mais toujours pour l'enrichir et pour l'améliorer et pas simplement pour le principe. Ce pôle foncier dont vous parlez, il est déjà dans les tuyaux, cette mutualisation? Il y a un travail de mutualisation qui est fait sur le terrain, mais est-ce qu'il va y avoir une réalisation plus concrète et à quel calendrier? Il y a une forme de réalité qui effectivement est déjà à l'œuvre, mais je le redis, on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller beaucoup plus loin parce que je suis persuadé qu'avoir une agence de l'urbanisme, un office foncier, même s'ils sont pour des raisons de nature législative appelés à rester distincts, une SAFER, un GERTEC et tant d'autres, n'est pas forcément de bonne politique. Donc oui, il y a une forme de constitution de pôle, mais je le répète, on doit peut-être faire preuve de davantage d'audace et tendre vers quelque chose qui, du titre de propriété à l'acquisition, en passant par l'aménagement, relève d'un outil unifié. Donc c'est une réflexion que l'on a pu ouvrir ces derniers temps, qui est régulièrement en débat, y compris au sein du Conseil exécutif et de la majorité. Je pense qu'on y reviendra dans quelques temps. Les partenaires d'aujourd'hui pourraient avoir des liens encore plus renforcés? Oui, je le crois, d'autant que c'est leur volonté. Le président du GERTEC, M. Paul Grimaldi, par exemple, y est favorable. J'y suis en ma qualité de président de l'Office foncier très favorable. Je rencontre régulièrement les équipes de la SAFER qui sont très favorables également. Je ne crois pas que l'État, via l'ADREA, la DDTM et tant d'autres, ou le Conservatoire du littoral, cultive une opposition de principe. On aurait intérêt à mieux travailler les uns et les autres, parce que la question foncière, un peu à l'instar de la langue, mérite d'être dépolitisée, au sens, je dirais, des enjeux idéologiques et presque mythologiques, pour être abordée avec beaucoup de froideur, même si je sais que les corps sont à la terre, un lien qui est charnel, qui est presque physique et qui dépasse tous les raisonnements froids et toutes les analyses techniques. Mais l'on doit aussi à un moment donné se pencher sur la technique et sur la meilleure manière de préserver notre patrimoine collectif, avec bien sûr cette part de passion et d'élan qui doit continuer de caractériser l'engagement qui est le nôtre, mais en même temps une approche rationnelle et technique pour éviter les erreurs du passé et les divisions que l'on a pu connaître. Merci Jean-Christophe Angelini. On va vous retrouver en 2020, peut-être pour une autre émission de Sguard. En attendant, on va vous laisser le mot de la fin, puisque c'est la dernière émission de Sguard de l'année, pour vos vœux, vos souhaits, vos... Ben moi, je veux bien sûr saisir l'occasion que vous me donnez, Maria, pour saluer tous les Corses qui nous écoutent et au-delà, leur souhaiter bien sûr d'excellentes fêtes de fin d'année. Je crois que l'année a été éprouvante à plus d'un titre pour beaucoup d'entre nous, que les tendances que nous combattons dans les domaines de la précarité, de la cherté de la vie, des difficultés d'accès au logement, de l'isolement, de la solitude ou de la détresse, eh bien elles perdurent, que l'on doit s'attacher à les résoudre encore davantage, mais bien sûr, je considère que les Corses doivent garder confiance et espoir, mais qu'en toute hypothèse, en s'éloignant aussi, parce qu'on le doit, de la politique, leur souhaiter tous mes voeux de page et salut, en espérant bien sûr, bien avant l'heure, que cette période soit synonyme de concorde, de rassemblement et de paix, parce qu'on en a besoin pour le plus grand nombre. Donc ce sont là les vœux que je voudrais former en cette fin d'année, et rendez-vous à toutes et à tous en 2020 pour de nouveaux espoirs et puis pour de nouveaux combats. Merci Jean-Christophe Angelini. Merci, à très bientôt. Merci Maria, à bientôt.